Blasei Choterdiński, Aloïs Jarasek. 1. Sur la galerie supérieure de la plus haute tour d'Odonine, une petite porte de fer s'ouvrit, et Blasei Choterdiński parut. Blasei Choterdiński, l'hetman général du roi Georges de Bohême, le rude guerrier qui, après avoir si âprement défendu la ville de Radictie, s'était replié sur Odonine, où il était maintenant assiégé par les Hongrois de Mathias. C'était l'aube d'un jour de juin. Les bouffées d'air, assez vives à cette hauteur, faisaient trembler les longues moustaches grises de l'hetman. Il assura son casque sur son front sillonné de rides et ferma son manteau. Le seigneur Blasei avait froid. Et pourtant, d'ordinaire, il ne craignait pas la fraîcheur du matin. Mais il n'avait pas dormi cette nuit-là. On s'attendait à un assaut. Avec le seigneur de Mochnov et Odonine, un brave entre les braves, dévoué corps et âme à la cause du roi Georges, il avait travaillé très tard à préparer ses plans de défense. Puis il était descendu auprès de son fils mourant. Sur les remparts où sa vie était toujours en danger, l'hetman avait l'esprit plus lucide, le cœur moins lourd, car là, il était tout à sa tâche, tout à son devoir. Mais dans cette chambre, son fils horriblement blessé, son fils torturé de fièvre, et rien à faire. Et ce médicastre, entouré de ses drogues, assis au chevet du petit. Ce médicastre qui voulait le consoler, qui lui parlait de guérison, comme si lui, le père, ne voyait pas que le jeune homme allait s'affaiblissant, dépérissant, s'éteignant. Pauvre enfant, comme il serre les dents. Quel effort il fait pour retenir ses cris de douleur. Lui n'est guère si gai, si fort, si brave. Ah, qu'il était beau son départ d'Odonine, son départ pour cette expédition en plein cœur du pays ennemi. Quelle glorieuse journée de soleil et d'espoir. Odonine n'était pas assiégée. Le roi Mathias s'attardait encore près de Radictie. Et puis, quelle victorieuse chevauchée à travers la Hongrie. Quelle dure leçon le jeune homme avait donnée à ces gens qui voulaient asservir, opprimer les peuples de la Moravie et de Bohême. Et ce retour, ce butin magnifique, les chariots étaient combles. Oui, mais c'était de cette expédition qu'il avait rapporté cette cruelle blessure. Au petit jour, l'hetman était sorti de la chambre. C'est en soupirant, en haletant qu'il avait monté l'escalier. Arrivé au créneau du poste d'observation, il a senti s'alléger le lourd fardeau qui l'oppressait. Au-dessous de lui, les maisons et les rues de la petite ville, la cour et les bâtiments du château sont immobiles et noyés d'ombre. En bas, c'est encore la nuit et le sommeil. Seuls quelques sentinelles vont et viennent le long des remparts, et sur la place où les noirs chars de guerre font de grosses taches sombres. Au camp hongrois règne ce même silence de mort. Pourtant, quel vacarme ils ont fait hier au soir. Que pouvaient-ils bien machiner encore? Un assaut sans doute, mais ils en ont abandonné l'idée. Pourquoi? Ah, attendez, Sa Grâce notre roi Georges va venir à notre secours. C'est à ce moment-là que vous pourrez montrer si vous avez du cœur. Aujourd'hui, votre besogne est vraiment trop facile. Il n'y a pas grand honneur pour une armée à assiéger une poignée d'hommes épuisés par la maladie. La maladie. Ah, c'est marais maudit, c'est bourbier d'enfer. L'hetman cesse d'observer le camp hongrois. Ses regards parcourent la vaste plaine bordée de ténèbres, il cherche les marécages, les eaux stagnantes tantôt luisantes comme des plaques d'acier poli, tantôt cachées sous un sombre manteau de roseaux et de broussailles. Blasei Choterdiński marche à grands pas le long de la galerie. Il marche avec autant d'assurance que s'il se trouvait sur le pavé d'une rue, et non sur le sommet d'une tour, à 100 pieds de haut. Arrivé au créneau du levant, il s'arrête. C'est de ce côté, par-delà le ruban argenté de la Morava, que se trouve la frontière hongroise. Les yeux gris du vieux guerrier se font plus pénétrants, plus perçants. Il fouille anxieusement l'horizon, car l'hetman attend le retour de son fils cadet, parti lui aussi pour la Hongrie, avec 30 bonnes voitures et 600 soldats. Il a quitté Odonine un peu avant l'arrivée de l'armée ennemie. Il s'en est allé joyeux, plein d'espoir, nullement découragé par la grave blessure de son frère. Il devrait être revenu. C'était avant-hier qu'on l'attendait. Les pluies l'ont peut-être retardé. Ou alors... Ah, grand Dieu! L'aîné mourant, le cadet dont on est sans nouvelles. Pourquoi n'a-t-il pas envoyé de messager? Et on aurait tant besoin de lui.
de lui, de ses hommes, de ses chariots, des vivres dont ces chariots doivent être pleins. À Odonine, ce ne sont pas les coups d'épée, les flèches, les boulets qui tuent, ce sont les maladies, les fièvres, la faim surtout, et les gens tombent comme des mouches. Ah, si Zdeněk revenait, on pourrait tenir encore, lutter encore, donner au roi Georges le temps de venir à leur aide, de les dégager de cet étau. Mais non, Zdeněk est vivant, et il n'est pas loin. Est-ce qu'il craindrait de ne pas réussir à percer les lignes des assiégeants? Pourtant, il sait bien que son père ferait une sortie, et trouverait le moyen de le faire rentrer dans la place avec tout son butin. C'est donc qu'un malheur est arrivé. Les réflexions de l'Hetman furent interrompues à ce moment. Une voix l'appelait, une voix embarrassée, contrainte. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Messire Blasei !» répéta la voix comme défaillante. « Va-t-il plus mal ?»« Plus mal. Il... » Czotorzinski fit en courant le tour de la galerie. Il se courba pour passer sous la porte de fer et s'engagea dans l'escalier. Son écuyer, un rude soldat lui aussi, l'y attendait. Il pleurait. « Est-il... » demanda le père angoissé. L'homme baissa la tête. L'Hetman porta la main à son front, la passa sur ses yeux, puis, écartant l'écuyer d'un geste, il bondit dans l'escalier. Au moment où le vieux serviteur, arrivé à la dernière marche, s'approchait de la chambre, la porte s'en ouvrit violemment, et le chirurgien vint tomber sur les dalles. « Pourquoi cherchais-tu à le tromper ?» lui dit l'écuyer. La tête penchée, l'oreille aux écoutes, il attendit. Derrière la porte refermée, un grand silence. 2. Soudain, dans le camp hongrois, une clameur éclata, dont le bruit vint déferler jusque dans la ville. Les sentinelles tchèques purent observer chez l'ennemi un mouvement inusité. Des bandes d'hommes en armes couraient de ci de là. Bientôt une troupe, assez nombreuse, escortant des voitures arriva. Elle fut entourée, acclamée. Quelques heures plus tard, un peu avant midi, on annonça au seigneur Blasei un messager du roi Mathias. L'Hetman sortit de la chambre de mort. Il avait l'air sombre, mais il marchait résolument, la tête droite, comme à l'ordinaire, et sans faire attention aux regards anxieux et compatissants qui le suivaient. Ce messager apportait la sommation du roi Mathias. La ville et la garnison devaient se rendre. « Vous êtes bien pressés. »« Nous, pas, » dit Czotorzinski. « Vous savez que le roi Georges est en marche et vous voulez que nous nous rendions avant qu'il vous chasse d'ici ?» Le messager affirma que les assiégeants n'avaient rien à craindre de l'armée du roi Georges, armée qu'on commençait à peine à rassembler, et cela loin, très loin d'Odonine. « Eh bien, nous attendrons, » lui répondit l'Hetman. « Vous mourrez de faim, tous, avant qu'elle arrive. » Et le Hongrois ajouta. « Quant à ton fils, Zdeněk, n'espère plus le revoir. »« Est-ce que vous l'auriez pris ?» demanda Blasei railleur. « Oui, nous l'avons pris, » assura le messager. « Avec tous ces soldats ?»« Avec tous ces soldats. Vous les avez pris comme ça, à la glu, comme des bouvreuils, n'est-ce pas ?» Et le vieillard eut un sourire ironique. « Alors, tu ne veux pas me croire ?»« Non, je ne te crois pas, » répondit l'Hetman avec force. « Et pourtant, nous les tenons, tous. Et tu sais, ils sont tous morts. Tous. Tous. Tous sans exception. » Le visage du chef s'assombrit. « Oui, tous, jusqu'au dernier. »« Tais-toi, je ne suis pas en humeur de plaisanter. Va-t'en !» Et il ajouta d'une voix farouche. « Même si ce que tu dis est vrai, je ne rendrai pas la ville. Va-t'en dire ça à ton maître. Moi, je resterai fidèle à mon roi, jusqu'au bout. » Puis, il tourna le dos au messager et s'éloigna. Avec Vlček de Tchernov, le commandant des chars de guerre, il prit ses dernières dispositions en vue d'une attaque. Ensuite, il alla au château donner des instructions pour les funérailles de son Blasei. Blasei! Le jeune homme portait son nom à lui. Il voulait que l'enterrement eût lieu le jour même. Le lendemain était si peu sûr. Et puis l'air n'était-il pas empesté, corrompu? Mieux valait se hâter. D'ailleurs, à quoi bon le garder un jour de plus? Pour que son frère puisse le revoir? Son frère! Mais où était-il? Quand reviendrait-il? Et que disait donc ce Magyar? Que Zdeněk était mort, lui aussi, que tous ces hommes avaient été tués. Oui, tous, jusqu'au dernier.
L'enfer avait donc pris le parti des Hongrois. Mais non, c'était impossible. Cet homme mentait. Il voulait lui faire peur, lui faire rendre la place. Il n'y croyait pas, mais il y pensait. Et lorsqu'il se trouva de nouveau devant le corps de son Blasei, il eut un serrement de cœur, en songeant que son autre fils, son Zdeněk. 3. Le jeune seigneur, revêtu de ses plus beaux habits, était prêt pour le cercueil. Dans l'église, on terminait son tombeau, et déjà les prêtres endossaient chasubles et surplis, quand soudain, en dehors de la ville, un canon gronda, puis un deuxième, puis un troisième. L'hetman, qui était venu dire un dernier adieu à son enfant, sortit en hâte. Les coups partaient du camp hongrois. C'étaient des grosses pièces, des mortiers et surtout des totards qui tiraient, et qui tiraient par salve. En un clin d'œil, les funérailles, le mort, l'hetman lui-même furent oubliés. Odonin était en émoi. Les habitants couraient vers les maisons, descendaient dans les caves. Les soldats se précipitaient aux remparts, prenaient leur poste de combat. Les cliquetis d'armes et les bruits de voix se confondaient en une rumeur à laquelle se mêlait encore le vibrement prolongé des canons magyars. Le vieux Blasei, arraché à sa douleur, semblait revivre. Il sauta à cheval et galopa vers la grande porte de la ville. C'était à cette porte que l'ennemi en voulait surtout. Que de pierres ils avaient déjà lancées contre elle, et aujourd'hui encore, quelle avalanche! Et Blasei poussait son cheval. Il avait hâte de se rendre compte de l'effet de la canonnade. Mais que se passe-t-il? Les soldats les ramassent, ces pierres. Ils les lèvent en l'air, ils les regardent, ils se les montrent. Et voilà que deux hommes viennent à sa rencontre. Mais que portent-ils donc? Ils ont l'air absolument fous. Et c'est à lui qu'ils font signe. C'est lui qu'ils appellent, d'assez loin encore. Ils approchent. Ils arrivent près de lui. L'un d'eux lui crie « Voilà ce qu'il nous lance !» Et il lui montre une tête fraîchement coupée dont le sang dégoûte encore. Cette tête a été déformée, défigurée par la violence du choc. La deuxième tête que l'autre soldat tient par les cheveux est méconnaissable, elle aussi. Blasei reste un moment sans pouvoir parler. Il a blanchi dans les guerres, il a combattu contre les Turcs eux-mêmes, mais jamais il n'a vu ça. Des têtes humaines servant de projectiles. « Ce sont les têtes des nôtres !» hurle un des hommes. « N'a-t-on lancé que ces deux-là » demande l'hetman. « Ah non, il y en a déjà une trentaine de tombés, et cela continue. Nous savons maintenant ce que sont devenus nos camarades. » L'hetman a blêmi. Ses paroles lui ont percé le cœur. Ses yeux flamboient. Il vocifère. « Ah, les bêtes sauvages !» Il saisit les deux têtes, cherche à reconnaître les deux visages. Ils sont barbus et vieux. Il rend les têtes aux soldats. Il leur ordonne de ramasser toutes les têtes et de les déposer en lieu sûr. Il éperonne son cheval et s'en va plus loin. Les paroles du messager lui reviennent en mémoire. Cette langue de chien a dit la vérité. Il tire son épée, la brandit. Il ne réfléchit pas que les ennemis sont loin. Il ne sait plus ce qu'il fait. Cette horrible canonnade l'a rendu fou de rage. Sur son passage, les soldats, hors d'eux-mêmes eux aussi, lui crient que les Hongrois lancent des têtes. Il lui en montre. Et il s'arrête. Il prend des têtes dans ses mains et les examine. Il oublie tout. Mais toutes ces têtes sont cassées, broyées, déchiquetées. Et c'est en vain qu'il y cherche un indice, un signe. Il se ressaisit, comprend que sa recherche est inutile, surtout en un tel moment. Il donne l'ordre de ramasser toutes les têtes et de les porter au cimetière de l'église, et de les y déposer avec soin. Car ce sont les têtes de nos camarades que mon fils a emmenées avec lui, là-bas, en Hongrie. Et il ajoute, « Surtout, faites attention à celle de mon fils, de mon Zdeněk. Vous la connaissez, n'est-ce pas? Des moustaches, mais pas de barbe. Le roi de Hongrie paye 1 florin chaque tête tchèque qu'on lui apporte. Eh bien, moi, je vous en donnerai 5 pour celle de mon fils. » Et il pousse son cheval plus loin. Et il répète à tout instant, « Ah, les sauvages, les bêtes féroces !» Ou bien, « Attention à la tête de mon fils, attention à la tête de mon fils !» Les têtes continuaient à tomber, tantôt l'une après l'autre, tantôt attachées deux par des chevelures, car les têtes n'étaient pas rasées comme des têtes hongroises. C'étaient toutes des têtes tchèques, et souvent les tresses pleines de sang étaient collées aux chairs meurtries. Toutes, on les ramassait, toutes, on les examinait, toutes, on les portait avec précaution au cimetière de l'église. Là, on en faisait 2 tas,
les plus méconnaissables étant mis à part pour que le père pût décider, et les 2 tas s'élevaient. Vers la fin de l'après-midi, on comptait déjà 425 têtes, et il en tombait encore au rempart et dans la ville. Du camp ennemi venait toujours ce grand vacarme joyeux d'acclamations et d'applaudissements. Les habitants d'Odonine se signaient, pâlissaient à chaque coup de canon. Des femmes fuyaient, d'autres tombaient évanouies. Et les soldats qui, au cimetière, entassaient les têtes songeaient à leurs pauvres frères d'armes et surtout à leur vieux chef, comme il devait souffrir. Son fils aîné dans son cercueil, la tête de Zdeněk, Dieu sait où. Peut-être n'était-elle pas tombée dans la ville comme les autres. Peut-être s'était-elle brisée contre la muraille. Peut-être avait-elle roulé dans le fossé. L'attaque attendue n'avait pas lieu, mais les Hongrois continuaient à tirer, surtout avec leurs totards, et le nombre de têtes augmentait. Avec Monseigneur Zdeněk, 600 hommes sont partis. Pas un seul n'a été sauvé. Non, pas un. Dieu nous garde. Les vieux hommes d'armes sentaient un effroi nouveau les gagner. Et toujours on apportait des têtes. Sur une des 2 pyramides, on déposa la 582e. « Cela va bientôt finir », dit le seigneur de Mochnov. En effet, peu après, l'horrible canonnade cessa. Tous les regards étaient fixes sur la petite porte du cimetière. Blasei Choterdinsky parut. Le seigneur de Mochnov s'avança à sa rencontre, la main tendue. « C'est fini pour aujourd'hui, » dit-il. Une flamme terrible luisait dans ses yeux. « Ces sauvages veulent nous épouvanter pour que nous nous rendions. Mais nos morts nous apprennent ce que nous avons à faire. » Et il montra du geste les funèbres monceaux auprès desquels l'Hetman s'était arrêté, les yeux fixes. Tout le monde se tut. Tout le monde demeura immobile, chacun retenant son souffle, car tout le monde regardait le père. Lui contemplait les têtes. Il était blême, ses sourcils froncés étaient secoués de mouvements nerveux. Enfin, il leva les yeux et demanda d'une voix sourde. « Zdeněk, vous ne l'avez pas trouvé ?» On lui répondit que non, mais qu'il était possible que sa tête se trouvât parmi les plus défigurées. Le vieillard alors se pencha vers l'horrible tas. Il le fouilla, cherchant la tête fougueuse, la tête adorée de son plus jeune fils, de son favori, de l'espoir de sa vie. Soudain, au camp hongrois, un coup de canon, un seul. L'Hetman se redressa. Il attendit, il écouta. De nouveau cette même clameur, plus joyeuse et plus féroce encore. Puis un grand silence, un grand calme. Un soldat partit aux nouvelles, mais déjà 2 hommes accouraient. L'un portait une sorte de sac, l'autre une tête. L'Hetman s'élança à leur rencontre, et la minute suivante, il tenait dans sa main la tête de son fils, cette tête jeune et blonde, sans barbe au menton, cette tête à moustache jolie. Elle était pure, elle était nette, elle était propre, mais elle était livide. Elle était tombée soigneusement enveloppée de foin et de paille, et cousue dans une peau de mouton. Le vieux guerrier contempla longuement le visage de son fils bien-aimé, puis il dit au seigneur de Mochnov « Le chef est revenu le dernier. » Il tira une bourse de sa poche, la jeta au soldat, et il sortit du cimetière. Le seigneur de Mochnov fit creuser une fosse pour les têtes des compagnons de Zdeněk. Un calme de mort s'appesantissait sur la ville. Au cimetière seul, il y avait un peu de vie, un peu de mouvement. Pioches et bêches résonnaient en heurtant le sol, reluisaient aux derniers rayons du soleil. Le jour mourant caressait pour la dernière fois les faces exsangues des 584 héros tchèques. Quant à la dernière tête tombée dans la ville, l'Hetman, en ce moment, la déposait auprès du cadavre de son fils aîné. « Vous vous serez donc retrouvés quand même, mes enfants. » Il était seul, seul avec eux. Il les contempla longuement, si longuement que sa vue s'en troubla. Puis il se pencha, les baisa au front et sortit de l'église. 4. Les cloches d'Odonine se mirent à sonner lugubrement. Leur chant s'envola dans le crépuscule. Au camp hongrois, une joie farouche régnait. Les soldats de Mathias criaient et chantaient. « Ils enterrent aujourd'hui, ils se rendront demain », répétait-il avec assurance. Or, dans la ville, si les cloches sonnaient, on n'enterrait plus. Les funérailles étaient terminées. Ce glas n'était qu'une ruse de guerre. Déjà, Blasei Choterdinsky apprêtait tout pour le combat. Redevenu absolument maître de lui, l'Hetman allait partout, arrangeant tout, disposant tout, donnant ses ordres avec sang-froid et décision. Une lueur fauve brillait dans ses yeux gris, sous ses durs sourcils couleur de cendre.
Cette pluie de têtes a coûté 600 florins au roi Mathias. Il lui reste à payer la dette du sang, dit-il au seigneur de Mochnov. La nuit venue, la garnison fit une sortie. Les soldats tchèques, assoiffés de vengeance, et le seigneur Blasei, plus farouche encore qu'aucun d'eux, firent rage dans le camp hongrois, et la dette de sang fut largement payée. Au petit jour, le roi Mathias apprit que le roi Georges marchait sur Odonine avec une puissante armée, et il donna à ses troupes décimées l'ordre de lever le siège. À ce moment, le vieux Blasei vivait encore. Son rude visage s'éclaira quand le seigneur tchèque vint lui annoncer la délivrance d'Odonine et l'arrivée du roi Georges. « Va à sa rencontre, murmura-t-il, et dis-lui que nos morts sont vengés. » Le lendemain, l'Hetman succomba aux blessures qu'il avait reçues pendant l'attaque nocturne. Il a été enseveli dans le tombeau où l'attendait le corps de son fils Blasei et la tête de son fils Deniek. Le romarin. Aloïs Sirasek. 1. Je regarde au dehors les flocons blancs de neige tomber en un tourbillonnement rapide. Ces flocons remplissent la chambre d'un crépuscule livide, d'une étrange pénombre, dans laquelle s'éveillent doucement les souvenirs d'autrefois. Je me rappelle une petite fille blonde en robe noire, au fichu de soie noire noué sous le menton. Je me rappelle même comment je l'ai vue pour la première fois. C'était un soir d'automne. Nous, enfants, nous nous pressions à la fenêtre, car une carriole venait de s'arrêter devant la maison d'à côté. Monsieur Frodel, notre voisin, en fit descendre la petite en deuil, aux joues maigres et pâles. Monsieur Frodel, lui, portait le tube que seul dans notre petite ville il arborait les dimanches et les fêtes. Notre mère, qui s'était avancée derrière nous, nous dit que cette fillette venait de perdre son père, et que sa mère était morte depuis longtemps. Et Katchka, notre vieille bonne, qui regardait par-dessus nos têtes, ajouta « Cette mauviette aura de l'exercice chez Madame Frodel. » Cet exercice, c'était pour la propreté. Madame Frodel frottait, lavait, brossait, époussetait toute la journée. Elle était extrêmement sèche. Le voisin Blayek disait qu'elle pourrait dormir dans une sarbacane. Dans les cheveux, elle portait un haut peigne d'os planté sur la nuque. Elle était si myope qu'elle fourrait son nez dans tout ce qu'elle voulait mieux voir. Je me souviens combien cela nous faisait rire, nous autres gamins, et comme elle nous chassait de son escalier de bois si bien lavé, lorsque nous imprimions nos pieds humides à côté du chemin de toile de sac étendu de haut en bas. Nous entrions même dans sa cuisine où les ustensiles de cuivre étincelaient, où la vaisselle brillait de propreté, dans ces deux chambres dont le plancher était couvert de toile de sac jusqu'à la table posée sur un tapis fait de petits morceaux d'étoffe de couleur. Je n'entrais point chez Madame Frodel avec de mauvaises intentions. J'étais au contraire doux comme un agneau. J'y allais pour la petite Annette. Nous y allions tous jouer. Nous ne pouvions, il est vrai, piétiner là comme à la maison, où, chaque samedi, le plancher lavé était recouvert de paille dans laquelle nous roulions à plaisir. Mais nous aimions à y aller. Madame Frodel épiait chacun de nos pas. Nous ne pouvions jeter à terre le moindre bout de papier. Mais Annette avait de beaux joujoux, et Madame Frodel tirait quelquefois de sa commode brillante de cuivre de nouveaux jouets. Des soldats de plomb, des animaux de porcelaine. Et puis, nous aimions Annette. Elle était gentille et gaie. Nous avions été bien vite camarades, et je me souviens combien j'étais attiré vers elle, et comment je me tenais bien chez les Frodel, pour ne pas être appelé petit voyou. Madame Frodel n'employa qu'une seule fois ce mot inaccoutumé chez nous. Je me souviens de tout assez clairement. Mais deux choses sont restées particulièrement fidèles à ma mémoire. L'arbre de Noël d'Annette, chose alors inconnue chez nous, et le romarin. Un beau jour d'hiver, par un froid sec, nous étions allés, gamins et fillettes, derrière la ville sur une glissoire. La neige avait cessé de tomber, et le soleil faisait étinceler la blanche surface d'un petit pré couvert de neige fraîchement tombée. Au bord du pré, Annette s'était arrêtée. Elle cria « Je vais faire un romarin !» Nous ne savions pas ce que c'était. La petite s'avança.
Elle plaçait les pieds la pointe bien en dehors, les talons réunis. Derrière elle restaient des empreintes légères et nous vîmes avec étonnement qu'elle formait exactement une branche de romarin avec ses feuilles accouplées. Quelques semaines plus tard, ma mère coupa les plus belles branches d'un romarin, vrai celui-ci, qu'elle cultivait sur la fenêtre parmi des muscades et des basiliques. Puis elle me les donna et me dit de les porter à madame Frodel, qui les avait fait demander. J'y allai, mais je ne me précipitai pas comme d'habitude dans l'escalier. J'entrai timidement dans la cuisine. Madame Frodel, les yeux et le nez rouges de larmes, prit le romarin et m'envoya secouer la neige qui était sur moi. Puis elle me dit d'aller voir Annette. Craintivement, plein d'une attente étrange, je suivis la vieille dame dans la chambre voisine. Annette était couchée dans un cercueil blanc. Vêtue d'une blanche robe de communiante, ses cheveux dorés bien peignés, entourés d'images peintes. Elle semblait dormir, mais je remarquai la pâleur livide, le cerne de ses paupières brunies et ses narines pincées. Je restai pétrifié. Je l'avais vue pour la dernière fois une semaine avant, en pleine santé. Je regardais ma camarade préférée, bouleversé par l'extraordinaire événement qu'était cette mort parmi nous, et aussi par la curiosité qu'éveillait chez l'enfant le grand mystère de la mort. Madame Frodel, ayant tressé une petite couronne de romarin, la fixa dans les cheveux au-dessus du front de cire. Elle me dit d'y faire le signe de la croix, mais en faisant attention aux cheveux. Et je me rappelle l'étrange frisson dont je tressaillis en sentant le froid du front mort. 2. La neige tourbillonne. Je vois un jardin désert, un petit parc, planté de vieux arbres dépouillés, autour d'un château à tourelles sur son toit de bardeaux. La contrée d'alentour est couverte de neige. Il n'y en a plus encore dans le vieux parc. La moindre branche, le plus petit rameau, tout est fourré de blanc. Les troncs eux-mêmes sont couverts de neige. Un seul sentier battu conduit à l'étang, en bas du jardin, parmi de vieux chênes aux branches étendues. Je me promenais là, gelé, en surveillant mon élève qui patinait. Il était de 2 classes après moi au collège. Son père, riche propriétaire, habitait le petit château où il m'avait invité à venir passer les fêtes de Noël. Il y avait de tout assez. Il ne manquait que des patins pour moi. Donc, je ne faisais que regarder et j'étais gelé. Cela pour une fillette de 16 ans, sœur de mon élève. Je ne la quittais pas des yeux. La jaquette collante seyait à son corps frêle et elle se balançait, passait et repassait avec tant de grâce sur la glace. Déjà les rougeurs du soir traçaient une raie sur la surface de neige. J'étais gelé. Je battais discrètement la semelle et je répondais à mademoiselle Charlotte que je n'avais pas froid le moins du monde quand elle me le demandait de l'étang. Mes oreilles brûlaient, mais elles entendaient Charlotte rire et appeler gaiement son frère. Cette voix résonnait si cristalline et j'aimais tant à l'entendre. La lune montait déjà dans le ciel et les patineurs ne voulaient pas encore quitter l'étang. La voix de leur père les appela. Je tremblais de froid, mais je l'oubliais bien vite en ôtant les patins de la jeune fille, en touchant ses petits pieds. Cependant, je ne pouvais répondre aux plaisanteries de cette malicieuse enfant. Elle se leva lestement du banc où elle était assise et disparut parmi les arbres. Arrivée en haut, elle se mit à sauter sur la pelouse couverte de neige. Tenant sa robe au-dessus de la cheville, elle posait la pointe des pieds très en dehors, les talons réunis, et laissait derrière elle une légère empreinte. Arrivée aux dernières feuilles de son romarin, elle me cria d'en faire autant. Je portais des chaussures faites par le vieux Vondra, de chez nous, de la montagne. Mon père les prétendait plus solides que celles de la ville. Les semelles en étaient chevillées et ferrées. Et là, sur la surface blanche, brillante de la lune, les empreintes menues des fins petits souliers. Je rougis. J'étais embarrassé à cause de ma chaussure. En cet instant, il ne me vint même pas à l'idée que c'était une malice de la toute charmante demoiselle. Je me souviens que ce même soir, je me glissais dans le parc couvert de neige et que je regardais longuement le romarin éclos sous les petits pieds d'un joli lutin. Je me souviens que, étudiant rêveur, je ne pouvais oublier ces fêtes de Noël, ce château, ce vieux parc tout blanc. Je me souviens d'avoir écrit un poème sur le romarin éclos dans la neige. J'écrivis encore d'autres poèmes, et je me fis faire, contre la volonté des miens, des chaussures sans clous ni chevilles. 3. Le soleil brillait. Je me souviens d'une promenade sur un chemin couvert de neige.
Les empreintes des traîneaux étincelaient au soleil et des deux côtés se déroulent des champs d'une blancheur éclatante. Les pruniers, le long de la route, semblent poudrés de sucre. Je suis accompagné de ma petite fille. Devant nous, sur une colline, un tilleul dépouillé se dessine nettement dans l'air glacé de cet après-midi. Sous le tilleul se trouve une statue nue de saint Procope. La neige a couvert sa mitre et l'a vêtue d'un blanc manteau neuf. Du haut du chemin, la vue s'étend loin sur le beau paysage, sur les sombres forêts couvertes de neige. Tout est silencieux, clair, vif et sain. Je regarde autour de moi et mes yeux se reportent sans cesse sur ma fille. L'air lui fait du bien. Comme elle est jolie. Le visage rosi par le froid, sous son chaud bonnet. Comme son regard est gai et clair. J'écoute son babil. Elle parle de l'arbre de Noël, de la veillée déjà proche. Nous allons toujours. Tout à coup, la fillette lâche ma main et hop, la voilà dans un champ tout blanc de neige. Poyenka, que fais-tu? Que veux-tu? Tu verras, je vais faire un romarin. Je m'arrête et je regarde la fillette s'avancer doucement sur la surface éclatante, laissant de légères empreintes, la pointe des pieds très en dehors, les talons réunis. Elle admire son romarin bien réussi. Puis, joyeuse, elle accourt à mon côté. Et moi, je pose ma main sur son épaule. Je la tiens tout contre moi. Heureux. Je trouve son romarin parfait. Et je me dis en moi-même, c'est celui-ci le plus joli.